Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau point de marché dans lequel on va évoquer les engrais azotés et notamment nos changements de stratégie, le décryptage du premier rapport USDA sur les premières estimations 2026 avec pas mal de surprises, la rencontre entre Américains et Chinois qui va se passer à partir de demain, un petit tour analyse graphique pour voir un petit peu nos objectifs. Cette vidéo n'est qu'un extrait du contenu réservé à nos clients, donc si vous voulez l'avoir dans son intégralité, ou voire même que vous souhaitez être aidé dans votre commercialisation des céréales, mais aussi à l'achat de vos engrais GNR, n'hésitez pas à venir chez nous. Pour cela, on a une période d'essai de 30 jours gratuite. Il vous suffit de remplir le formulaire, le premier lien dans la description. Je vous laisse sur ce avec cette vidéo. Bonne journée. Donc au niveau des engrais, petit tour, le cours du gaz n'évolue pas non plus énormément, on reste toujours à 46 euros du mégawattheure. Au niveau de l'urée, on est à un prix nominal à 750 euros. On entend dans les bruits de couloir, comme on pourrait dire, plutôt des contrats qui sont en train d'essayer de se ficeler autour des 650 euros des par port sur des livraisons juin-décembre. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas trop s'affoler et pour l'instant ne pas acheter d'urée. En revanche, en solution azotée, bah, les semaines passent et il n'y a toujours pas grand-chose, on va dire, hein. Aujourd'hui, on recense à peu près 80 000 tonnes d'achetées sur un besoin d'1,5 million de tonnes, hein. On a eu du Trinidad et Tobago, on a eu un peu d'OCI qui ont produit un peu d'azote au niveau européen. C'est vrai que c'est très léger. Et évidemment, avec ces taxes qui cumulent aujourd'hui à 120 euros tonnes, plus des taxes aussi de fret qui ont augmenté, c'est difficilement facile aujourd'hui d'aller importer de la solution azotée et ça complique un peu la situation. Et on pense même que dans tous les ratios, il va falloir plus, en tout cas, mettre plus d'ammonitrate que de solutions azotées cette année. Moi, à titre personnel, c'est ce que je vais faire parce qu'aujourd'hui, le prix à l'unité, c'est le moins cher, c'est en ammonitrate et ils ont les capacités aujourd'hui de baisser encore un peu les prix. Mais bon, vu que les autres engrais ne vont pas tellement baisser, en fin de compte, ils vont rester, à mon avis, compétitifs pendant une bonne partie de la saison. Au niveau des ammonitrates, Borealis qui avait baissé ses prix, hein, parce que les stockages étaient pleins dans ses usines, donc elle avait besoin de libérer des volumes pour continuer à maintenir l'unité de production. Ça a remporté un franc succès. En 2 jours, tous les volumes étaient pris. Donc aujourd'hui, Borealis est couvert jusque fin juillet dans ses unités de production. Donc bah, ça a servi un petit peu de prix de référence et d'acceptabilité du prix. Donc on voit qu'Yara ne va pas à la course pour essayer de replacer des volumes supplémentaires. Tout le monde se tient à peu près et il y a plutôt une entente qu'une guerre des prix, comme je le disais. Et l'ammonitrate, hein, ça sera sûrement l'engrais le plus compétitif aujourd'hui avec le prix de l'unité. Au niveau de ce rapport USDA qui a fait quelques surprises, donc on s'attendait à avoir une baisse de production, hein, sur les céréales principalement, hein, donc ça a été le cas, hein. Le blé a perdu presque 25 millions de tonnes. Vous avez le maïs 17,30 et en revanche, bah, tout ce qui est oléagineux, évidemment, moins besoin d'azote. Et c'est assez logique qu'on retrouve une hausse d'augmentation de la production au niveau des bilans mondiaux. Après, au niveau des consommations, bah, finalement, ça bouge pas tellement. On peut avoir une production qui baisse, mais une consommation qui se maintient. Et même sur le maïs ou sur le soja, qui ont des, des extensions sur tout ce qui est énergétique, bah, on a une augmentation de la consommation qui fait que bah, on a des stocks fins alors qui diminuent, mais aussi on a une partie importation et on va voir ou exportation qui diminue. Donc ce qui fait que le bilan descend un petit peu en blé, mais pas tant que ça. On verra ça dans la deuxième partie. En maïs, ça descend plus fort, hein, 19 millions de tonnes, et c'est à peu près stable au niveau du soja, puisque bah, la hausse de production est compensée par la hausse de consommation. Donc, quand on regarde en détail le bilan blé au niveau des pays producteurs et surtout exportateurs, bah là on voit que l'USDA, pour le coup, il y a l'effort, hein. La Russie, tout le monde dit que c'est entre 89 et 90, ils sont passés à 86, on a retiré 9 millions de tonnes aux Européens. Bon, les Américains, c'est des notations de culture catastrophiques, hein. Il y a 28% des blés qui sont dans un bon à très bon état. C'est un des plus bas scores au niveau des États-Unis. Donc, production, vous imaginez, on passe de 52, 53 à 42 millions de tonnes. Après, au niveau du Canada, Argentine, Australie, on revient même. Kazakhstan, on revient sur des productions à peu près moyennes. C'est vrai que l'année dernière, comme je l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos, c'était une production record avec des surfaces records, c'était exceptionnel. Bah là, pour le coup, on revient tous très moyens. Donc à voir si il n'est pas un peu quand même pessimiste l'USDA par rapport à ces productions-là. Donc c'est vrai que sur les pays exportateurs, vous avez 48 millions de tonnes de moins par rapport à l'année dernière. Donc les exports, bah, eux, sont revus un petit peu à la baisse, hein. Vous avez des 4, -4, -3. Donc c'est vrai qu'on baisse de 13,18 millions de tonnes des exportations, ce qui fait que le bilan des pays exportateurs, le stock fin,
ne baisserait que de 11,52 millions de tonnes, parce qu'il y a aussi une baisse de la consommation. Donc quand on regarde l'autre élément, donc là c'est la première partie que je viens de vous expliquer, hein. Donc les Américains, en bleu, vous avez la baisse de production, en rouge, vous avez la baisse des exportations. Donc vous voyez bien presque tous les pays, à part un petit peu les Européens qui en rajoutent un peu, les Russes et un peu les Ukrainiens, mais globalement tout le monde baisse ses exportations. Mais ce qu'il faut regarder, c'est tous les pays importateurs. Et tous les pays importateurs, eux, font des meilleures productions, donc auront besoin de moins importer. Vous avez la Turquie, le Maroc qui est une grosse destination pour la France, il y a 4 millions de tonnes presque de plus en termes de production de blé, et donc 3 millions de tonnes de moins à importer. Donc ça va pénaliser quand même nos exportations françaises. Vous avez l'Iran, la Syrie, l'Irak, l'Ouzbékistan, l'Algérie aussi, l'Égypte, tout le monde, dans tous les pays, en fin de compte, les majeurs importateurs font une meilleure récolte, auront besoin de moins importer. Quand on regarde le maïs, on s'y attendait. La production américaine, qui est la première chose à regarder, l'année dernière c'était record avec une surface record et un rendement record. Là, ils ont revu la surface un petit peu en baisse, des rendements aussi un petit peu en baisse, et on baisse de 26 millions de tonnes, ce qui est à peu près en ligne, hein. Certains pensaient à 400, 405 millions de tonnes, donc on est à peu près en ligne avec ce qui avait pu être estimé. Et puis après, vous avez Argentine-Brésil qui reviennent à peu près sur des à moins 4 millions de tonnes, ça revient classique pour l'Argentine à 55, et les Brésil qui continuent toujours à fortement produire. Donc, au niveau des importateurs, pas grand changement, hein. Vous avez toujours la Chine, qui est un gros producteur aussi de maïs, qui augmente de 5,76. Vous avez une consommation qui augmente de 4 millions de tonnes. Bon, et puis des importations qui, elles, pour le coup, ne bougent pas, restent quand même autour des 6 millions de tonnes, qui restent assez faibles. Donc un peu moins de changement quand même sur le maïs pour l'instant. Et sur le soja, comme on l'attendait, hein, le report des surfaces du maïs au profit du soja aux États-Unis. Et puis en Argentine et au Brésil, tout le monde augmente un petit peu. Donc ce qu'on fait qu'on a une production sur les quatre majeurs qui est autour des 11,61 millions de tonnes. Et avec une consommation qui augmente, on se retrouve avec des stocks fins qui sont à peu près équivalents à ceux de l'année dernière. Au niveau des importateurs, vous avez évidemment les Chinois, hein. Donc les Chinois, consommation 135 millions de tonnes, c'est 2 millions de tonnes de plus. Pareil en termes d'importation, ils devraient importer encore 2 millions de tonnes de plus par rapport à l'année dernière. Mais comme je vous le dis, soja, un bilan qui s'équilibre assez bien. Au niveau de notre colza, premier bilan aussi sur la nouvelle campagne, on a encore une production qui grimpe de 1 million de tonnes, donc encore un nouveau record annoncé en termes de production de colza. Donc les oléagineux sont très très bien fournis. Donc voilà un petit peu sur le bilan. Ce week-end, en tout cas à partir de demain et après-demain, c'est la rencontre avec Xi Jinping et Donald Trump, hein. Alors pour l'instant, les marchés financiers et surtout des grains étaient assez optimistes, hein, puisque déjà cette rencontre a lieu. Après, on va voir là, un peu les monnaies d'échange entre l'industrie, l'agriculture, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des fonds financiers américains qui sont fortement à l'achat sur le maïs et fortement aussi à l'achat sur le soja. Donc on espère que les belles intentions ne seront pas douchées à travers cette entrevue entre les deux hommes. Et évidemment, il sera question aussi du conflit iranien. Donc on regarde un petit peu les stratégies, hein. Donc sur le blé, aujourd'hui on est couvert à 30%, hein. L'avancement du temps est à 41%. On a toujours cet objectif qu'on vous a évoqué, hein. La dernière fois on est vendu autour des 220. Nous on a un autre objectif autour des 230 pour augmenter et passer à 40%. Donc on va suivre avec attention.